Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir. La PMA pour toutes ou la PMA sans père, le projet de loi qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée. Nous écouterons dans ce journal la ministre de la Santé Agnès Buzyn et le commentaire de notre invité Tugdual Derville, délégué général du mouvement Alliance Vita, hostile au projet. Emmanuel Macron appelle à la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le président français s'est posé en médiateur à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Un extrait de son discours dans cette édition. Un nouveau camouflet pour Boris Johnson. La Cour suprême britannique annule la suspension du Parlement ordonnée par le Premier ministre. Et dès demain, les députés vont reparler du Brexit à Westminster. La correspondance d'Antoine Gignot. Et puis, on en sait plus ce soir sur la réforme de l'audiovisuel public que prépare le gouvernement. Une nouvelle structure va être mise en place, France Média, une holding qui chapeautera notamment France Télévisions et Radio France. Le ministre de la Culture, Franck Riester, dévoile ce projet dans un entretien au Figaro à paraître demain. Maxime Tellier, cette holding ressemble finalement à quelque chose qui a déjà existé dans le paysage audiovisuel français. Les esprits taquins moquent déjà un retour de l'ORTF avec président et budget unique. Mais le gouvernement préfère parler de modernisation pour un audiovisuel public puissant, capable de remplir toutes ses missions à l'heure de la convergence des médias. Franck Riester annonce donc la création d'une holding, une société mère baptisée France Média, qui détiendra 100% du capital de ce qu'il appelle les sociétés filles, à savoir France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Seuls Arte et TV5 Monde échappent au regroupement car leurs actionnaires comptent aussi des pays étrangers. Autre évolution, le président de la holding ne sera plus désigné par le CSA, mais par le conseil d'administration de cette nouvelle entité où l'État ne sera pas majoritaire. Franck Riester présente cela comme un gage d'indépendance. Quant aux patrons actuels de l'audiovisuel public, eh bien, ils deviendraient des directeurs généraux à la tête de leur filiale, mais ne seraient plus maîtres de leurs moyens financiers car le budget sera commun et global. La nouvelle holding devra bâtir des coopérations éditoriales fortes, optimiser les moyens en mettant en commun par exemple la formation, l'informatique, la publicité, l'immobilier ou encore la stratégie numérique. France Média doit voir le jour le 1er janvier 2021 et bien sûr le plan d'économie pour l'ensemble de l'audiovisuel public n'est pas remis en cause. Il faut toujours réduire les dépenses de 190 millions d'euros d'ici 2 ans. Maxime Tellier, merci. Sur le plan sociétal, cette fois, la réforme majeure du quinquennat Macron est arrivée aujourd'hui à l'Assemblée. Le projet de loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le sujet est clivant, il divise la société française, mais le gouvernement dispose d'une large majorité pour faire voter le texte le 15 octobre prochain. À l'ouverture des débats cet après-midi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a voulu poser les enjeux de la réforme. Accéder à des techniques médicales et accorder de nouveaux droits, ce n'est pas déréguler. C'est au contraire permettre à la République de tenir compte des avancées scientifiques et médicales et de s'adapter à la vie des Français. Les familles monoparentales et homoparentales existent déjà. Et il serait aussi hypocrite de ne pas le voir que de persister à ne pas les reconnaître. Le critère qui définit une famille, c'est l'amour qui unit un parent et son enfant. C'est le sens de l'histoire de rendre à l'enfant ses droits. C'est toute la question de l'accès aux origines et c'est ce que nous devons aux enfants issus d'une PMA avec un tiers donneur. Notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de la dissimulation, c'est qu'il faut rompre avec une logique du secret qui abîme bien plus qu'elle ne protège. Agnès Buzyn à la tribune de l'Assemblée. Les opposants à la PMA pour toutes savent qu'il leur sera difficile d'empêcher l'adoption de la réforme par l'Assemblée, mais ils comptent bien descendre dans la rue pour se faire entendre. Ce sera le 6 octobre prochain à Paris, avec une manifestation nationale à l'appel notamment de la Manif pour tous et d'Alliance Vita, deux mouvements qui s'étaient fait connaître il y a 6 ans en organisant une puissante mobilisation contre le mariage pour tous. Tugdual Derville, le délégué général d'Alliance Vita, est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Tugdual Derville, vous évoquez dans vos critiques une PMA sans père. Pour vous, la loi bioéthique remet en cause la figure du père ?
Bien sûr, parce que nous ne voyons pas de quel droit on priverait délibérément un enfant, avec l'encouragement de l'État, avec les financements étatiques, avec le détournement aussi de la médecine. On priverait délibérément un enfant de père en offrant à des femmes vivant seules ou vivant ensemble cette possibilité d'escamoter complètement le père. Elles le font parfois par ce qu'on appelle les bébés thalys à l'étranger, c'est vrai, ou par certains types de bricolage. Mais contrairement aux pays anglo-saxons où il y a un utilitarisme extrêmement fort sur ces sujets, où il y a un marché de la procréation, ce qui se dessine en France, c'est presque plus grave d'une certaine manière. C'est un marché étatisé. C'est-à-dire c'est une emprise de l'État sur la procréation avec tout le corps social, vous, moi, qui sommes obligés d'être, entre guillemets, complices, à mes yeux, d'une très grave injustice qui est de priver délibérément un enfant de toute référence paternelle. Et ça, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne quelques-unes, ça me concerne, moi, en tant qu'homme, en tant que père, je dirais, ça me concerne, d'être considéré comme accessoire, escamotable, éventuellement inutile. Vous savez, à Alliance Vita, on écoute beaucoup de familles en difficulté, notamment, il y a beaucoup de familles monoparentales, de femmes seules qui portent tout, et nous voyons les dégâts de l'absence, de l'errance, parfois de l'irresponsabilité des pères. Et nous ne voyons pas de quel droit l'État organiserait cette fragilisation très forte du corps social qu'implique l'amputation pour un enfant de son père. Mais pourquoi vous dites que le texte de loi organise finalement la disparition de la figure du père? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, simplement parce que, vous le savez, on abandonne la nécessité d'un couple homme-femme pour avoir accès à une procréation médicalement assistée, un couple homme-femme qui a des problèmes d'infertilité. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que 3% des enfants nés de procréation médicalement assistée qui naissent d'un donneur. Dans la nouvelle configuration, 100% des nouveaux droits, entre guillemets, viendront aussi d'un donneur. Donc, on change totalement de mode de procréation. En passant d'une certaine manière de la couette à l'éprouvette, c'est tout le système procréatif qui change et qui se technicise. Et on livre au fond à une technostructure étatique et normée par l'État, par des arrêtés, par la loi bien sûr, puis après des arrêtés. On livre la procréation à un arbitraire étatique au lieu de le laisser à l'intimité des couples. Et puis, il y a un très grand scandale que moi j'ai dénoncé en discutant avec le président de la République lorsque j'ai dîné à l'Élysée, c'est que s'il y a un sujet majeur en France à prendre en compte, c'est l'infertilité. Il y a un couple sur 10 qui est concerné. Cette infertilité, elle a des causes qu'il faut regarder en face. Perturbateurs endocriniens, peut-être, des problèmes environnementaux, des problèmes de comportement, de mode de vie, les grossesses de plus en plus tardives. Et elle a aussi des thérapeutiques qui sont souvent abandonnées. Par exemple, les chirurgies tubaires. Et nous disons, s'il y a une grande cause nationale qui concernerait l'immense majorité des personnes concernées par ces sujets, ça serait la lutte contre l'infertilité. Tugdual Derville, c'est tout de même une réalité. Des dizaines de milliers d'enfants sont élevés aujourd'hui en France par leur mère, parfois par deux femmes. Pourquoi ne pas tenir compte de cette réalité? Ces enfants ne vivent pas forcément un enfer. Bien sûr, et d'abord on le souhaite qu'ils le vivent le mieux possible. La plupart de ces enfants qui vivent dans des familles monoparentales avec des femmes seules ont un père quelque part. Et le savent, c'est parfois une séparation, parfois un deuil. Là, c'est tout autre chose. On créerait délibérément des enfants sans père. Quelques-uns existent effectivement, un certain nombre, qui ont subi, entre guillemets, cette amputation. Ça ne veut pas dire qu'ils seront malheureux. Ça ne veut surtout pas dire qu'ils ne sont pas aimés et choyés. Et je ne nie pas, bien sûr, la qualité du travail de toutes ces femmes qui portent souvent seules, d'ailleurs, ces enfants. Il n'en demeure pas moins que c'est une maltraitance originelle. Et là, on est très gêné. Je suis très gêné. Parce que, d'abord, nous recevons des témoignages à Alliance Vita d'enfants qui ont souffert de ce type d'amputation, d'arrachage d'une partie de leur origine, de la moitié de leur origine, et cela on ne les entend pas, on ne les a pas entendus à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est très difficile effectivement de remettre en cause un système qui a permis qu'on vive d'une part, et vive la vie, et d'autre part, qui nous a donné aussi beaucoup d'amour. Et au demeurant, il y a des souffrances. Beaucoup d'enfants souffrent de ne pas connaître celui qu'on appellera leur géniteur, mais qui en fait est leur père. Ils en souffrent et ils ont droit de le connaître. On n'a pas le droit, à notre avis, de les en priver délibérément. Ce n'est pas ce que dit le rapporteur de la loi, le député LREM Jean-Louis Tourette, qui a dit sur notre antenne aujourd'hui à 12h30, l'enfant ne souffre pas de l'absence du père. Quelle est votre réponse? Je l'ai dit déjà, Jean-Louis Tourette, c'est un déni monumental. Et puis j'ai aussi vu que certaines des familles sont venues à l'Assemblée dire que tout allait pour le mieux, mais moi en tant que père de famille, je peux vous dire, tout ne va pas pour le mieux dans ma famille. Les familles souffrent, sont en difficulté, il n'y a pas de parents parfaits. La parité homme-femme dans la famille est extrêmement précieuse pour compenser la toute-puissance de l'un ou de l'autre. Et il y a les Français sont d'ailleurs, on a refait un sondage avec l'IFOP il y a quelque temps,
13% à estimer que le père a un rôle essentiel à jouer. Donc cette dissymétrie dans la procréation qui fait que nous sommes enfantés par une femme et engendrés par un homme, eh bien elle a du sens, même en termes d'écologie humaine. On se préoccupe des écosystèmes, mais l'écosystème familial, il est fait ainsi. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, et effacer cela par la loi, prétendre qu'il pourrait y avoir mère et mère, comme l'affirme désormais cette loi, ou qu'on pourrait de manière, je dirais, indolore, escamoter le père, c'est un abus. C'est un déni aussi de la réalité. Il y a beaucoup de souffrances liées à l'absence de père, malheureusement. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre livre paru en 2016 chez Plomb, où vous abordez ces questions, le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Selon la CGT, 150 000 personnes ont manifesté aujourd'hui un peu partout en France contre la réforme des retraites. Le ministère de l'Intérieur ne donne pas d'estimation nationale. À Paris, selon un comptage du cabinet indépendant Occurrence, il y avait 12 300 manifestants. La préfecture de police en a dénombré 10 000. Emmanuel Macron a joué les médiateurs tout à l'heure à l'ONU. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président français a appelé les États-Unis et l'Iran à la reprise des négociations sur la question nucléaire. Le chef de l'État en quête d'une solution pacifique pour éviter le pire. Le risque est celui de l'embrasement sur la base d'une erreur de calcul ou d'une réponse non proportionnée. La paix est à la merci d'un incident qui dégénère. Et les conséquences pour toute la région et au-delà seraient trop graves pour nous résoudre à vivre ainsi au bord du gouffre. Alors que faire ? Plus que jamais, je le crois très profondément, le temps est à la reprise des négociations entre les États-Unis d'Amérique, l'Iran, les signataires du JCPOA et les puissances de la région, concernées au premier titre par la sécurité et la stabilité de celle-ci. Quels doivent être les termes, les objectifs de ces négociations ? D'abord, la pleine certitude que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Ensuite, une sortie de crise au Yémen. Troisièmement, un plan de sécurité régionale intégrant les autres crises de la région et la sécurité des flux maritimes. Enfin, une levée des sanctions économiques. Je n'ai aucune naïveté. Et je ne crois pas non plus au miracle. Je crois au courage de bâtir la paix. Et je sais que les États-Unis d'Amérique, que l'Iran, que tous les signataires de cet accord ont ce courage. Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. Avant, le président français Donald Trump avait au contraire menacé de renforcer les sanctions contre l'Iran si le régime des mollahs ne renonce pas à son attitude menaçante. Le président américain qui a aussi évoqué, je cite, la soif de sang de l'Iran. Sur un plan plus général, Donald Trump a eu cette phrase qui résume sa philosophie politique. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. Fin de citation. La route vers le Brexit ressemble à un chemin de croix pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a encaissé aujourd'hui un nouveau revers. La Cour suprême de Londres juge illégale sa décision de suspendre le Parlement pendant 5 semaines. Conséquence immédiate, dès demain, les députés vont retourner à Westminster. Une défaite aussitôt exploitée par une partie de l'opposition. Le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, s'est empressé d'appeler Boris Johnson à démissionner. Antoine Gignot nous appelle de Londres. Ils sont formels et unanimes, les 11 juges de la Cour suprême. La suspension du Parlement pendant 5 semaines est illégale, nulle et non avenue. La Cour se doit de conclure que la décision de conseiller à la reine de suspendre le Parlement était illégale, car elle a eu pour effet d'empêcher le Parlement de remplir son rôle constitutionnel, et ce, sans justification raisonnable. Première conséquence, les élus vont reprendre le chemin de Westminster dès demain à la mi-journée. Ils auront la possibilité de lancer des débats d'urgence. Deuxième conséquence, cette décision plonge le Premier ministre dans la tempête. Les députés gallois, les indépendantistes écossais, les libéraux démocrates réclament sa tête, tout comme les travaillistes réunis en ce moment à Brighton. The Prime Minister has acted wrongly in shutting down Parliament. Boris Johnson a mal agi, lance Jeremy Corbyn. Le chef de file de la gauche se permet même une plaisanterie. Si le Premier ministre démissionne, il aura au moins un record, celui du plus petit nombre de jours passés à Downing Street.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Le temps demain restera pluvieux sur la majeure partie du territoire. Les pluies toucheront surtout le nord du pays, de la Bretagne à la frontière allemande. Les températures minimales seront comprises entre 10 et 21 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales iront de 16 à 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.